Les vautours savaient que la mort approchait. 5 d'entre eux planaient lentement dans le ciel sans nuages du Montana, des ombres noires découpées sur le bleu brutal de l'après-midi, silencieuses, affamées, patientes. Juste en dessous, dissimulé partiellement dans les hautes herbes d'un fossé désertique, un chiot berger allemand gisait sur le flanc. Son souffle court et irrégulier faisait à peine vibrer son flanc osseux. Son pelage était parsemé de trous, ses côtes visibles, sa peau tendue sur les os. Pourtant, ses yeux, voilés mais encore éveillés, traquaient les oiseaux tournoyant au-dessus de lui avec une peur viscérale, pure, animale. Un mince médaillon militaire brillait faiblement sur son poitrail creux, capturant les rayons d'un soleil impitoyable. L'adjudant-chef, Elian Nawakora, n'avait pas prévu de s'arrêter. Pas ici, pas aujourd'hui. Les commandes adaptées de son vieux pick-up ronronnaient sous ses mains abîmées, tandis qu'il avançait lentement sur cette route secondaire oubliée de tous. Son fauteuil roulant était solidement fixé à côté de lui. Cela faisait plus de 3 heures qu'il conduisait sans interruption, cherchant dans la solitude une forme de paix. Mais lorsqu'il aperçut les vautours, quelque chose se réveilla en lui, un instinct enfoui, enterré depuis l'Afghanistan. Il freina brusquement, faisant jaillir un nuage de poussière autour du véhicule. Les vautours battirent des ailes, s'écartant un instant, mais ne s'envolèrent pas bien loin. Ils savaient, eux, ce que lui ignorait encore, que certains combats contre la mort étaient perdus d'avance. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, reprenons le fil de notre histoire. L'adjudant-chef Nawakora avait l'apparence d'un homme marqué par la guerre. À 38 ans, son visage semblait bien plus vieux que son âge réel. Chaque ride racontait une histoire. Chaque ombre dans son regard trahissait un souvenir. Ses pommettes saillantes et sa peau cuivrée disaient ses racines apaches. Ses cheveux, taillés courts selon les règles militaires, cachaient mal l'écho des tresses guerrières que ses ancêtres avaient peut-être portées. Depuis l'explosion qui avait broyé sa colonne vertébrale 3 ans plus tôt et emporté 2 hommes sous ses ordres, il vivait seul dans une cabane retirée loin de tout, nichée au pied des monts Bitterroot. Son fauteuil roulant, ses cicatrices, ses cauchemars et ce vieux pick-up retapé étaient tout ce qui lui restait de son ancienne vie. Les médecins de l'Agence des anciens combattants parlaient de stress post-traumatique. Elian appelait ça sa pénitence. C'était cette pénitence qui l'avait conduit ici, dans ce coin reculé du nord du Montana, à vivre entouré uniquement de pain, de silence et des souvenirs qu'il n'arrivait pas à faire taire. La plupart des jours, il ne prononçait pas un mot. Il survivait, plus qu'il ne vivait. Son grand-père aurait dit que son esprit marchait séparé de son corps. La psychiatre, elle, parlait d'isolement chronique. Les deux avaient raison. Et c'est ce jour-là, sur cette route perdue entre les collines, qu'il aperçut le chiot, un berger allemand de tout au plus 4 mois. Il ressemblait plus à un squelette couvert de peau qu'à un chien. Son poil, qui aurait dû être dense et brillant, pendait par touffes. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent Elian. D'un brun ambré perçant, il brûlait encore d'une volonté de vivre presque douloureuse. Ses yeux, il les avait déjà vus. C'étaient les mêmes que ceux de Kina, sa chienne militaire qui lui avait sauvé la vie en Afghanistan avant d'y laisser la sienne. Elian repéra immédiatement le tatouage à l'intérieur de la cuisse du chiot, un code alphanumérique gravé à l'encre bleue, signature du ministère de la Défense. Un chiot entraîné pour devenir chien de travail militaire. Mais que faisait-il là? Pourquoi un chiot militaire, clairement identifié, était-il abandonné au milieu de nulle part, à la merci des vautours? En se hissant au sol depuis son fauteuil, Elian sentit une rage sourde monter en lui. Quelqu'un l'avait laissé ici, délibérément, pour qu'il meure. « Tiens bon, petit », murmura-t-il d'une voix rauque presque surprise d'entendre à nouveau le son de ses propres mots. Il retira sa veste et enveloppa le chiot tremblant avec un soin infini. L'animal ne réagit presque pas, mais Elian sentit son cœur battre sous sa paume, faiblement, mais encore là. Son esprit de soldat reprit le dessus. Déshydratation sévère, dénutrition extrême, potentielles lésions internes. Le chiot avait besoin d'aide, et vite. Utilisant la force de son buste, qu'il avait travaillé sans relâche depuis l'accident, il remonta dans son véhicule avec le chiot serré contre lui, le posa sur le siège passager et jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun signal.
Évidemment, il était trop loin de tout. Le bourg le plus proche, Duskwind, se trouvait à 25 km, une poignée de bâtiments. Mais peut-être, juste peut-être, une clinique vétérinaire. Il démarra le cœur battant. « Meurs pas !» lança-t-il sans détour au chiot. Les paupières de l'animal papillonnèrent, mais restèrent au close. J'ai eu ma dose de mort pour une vie entière. La route défilait à vive allure. Elian poussait le moteur plus qu'il ne le devrait. Sa main crispée sur les commandes, il jetait un œil toutes les 2 minutes vers le chiot. À chaque fois que la respiration de l'animal semblait s'interrompre, son propre souffle se suspendait. Puis enfin, Duskwind apparut comme une illusion, flou derrière un rideau de chaleur. Un village presque fantôme, figé dans le temps. Il scruta les enseignes délavées, une attira son attention, soins animaliers, Makama. Il braqua dans le petit parking de gravier, les roues y faisant voler les cailloux. Sortir de la voiture et faire entrer le chiot était une mission en soi. Son fauteuil était conçu pour sa mobilité, mais il n'avait jamais tenté de porter un animal mourant tout en manœuvrant une porte étroite. La sueur perlait à son front, tandis qu'il franchissait enfin le seuil, déclenchant une petite clochette suspendue. « Une seconde, j'arrive !» appela une voix féminine depuis l'arrière. « C'est urgent !» hurla Elian, sa voix reprenant cette fermeté militaire instinctive. Une femme élancée d'une 30aine d'années surgit dans l'embrasure d'une porte, essuyant ses mains sur une serviette. Ses cheveux noirs étaient attachés en une natte serrée. Son regard s'agrandit en voyant Elian et ce qu'il portait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Je l'ai trouvé abandonné. Chiot militaire, vu le tatouage, il est en train de lâcher. » Elle le prit avec précaution dans ses bras. Le nom sur sa blouse indiquait « Docteur Liana Makama ». « Suivez-moi, vite !» La clinique vétérinaire était modeste mais parfaitement entretenue. La docteure Makama entra dans une salle d'examen aux murs clairs où tout était organisé avec une précision presque militaire. Elian la suivait, le regard rivé sur le chiot qu'elle posait délicatement sur la table. Sans perdre une seconde, elle déroula une couverture chauffante, sortit un cathéter et commença une évaluation clinique rapide. Ses gestes étaient précis, sûrs, rodés. Elle vérifia les muqueuses, tâta l'abdomen, chercha les veines avec une concentration intense. « Déshydratation sévère, malnutrition extrême » y murmura-t-elle. « Il faut que je commence les perfusions immédiatement. » Elle leva les yeux vers lui. « Où l'avez-vous trouvé ? 25 km à l'est, littéralement au milieu de rien. Pas de route, pas d'eau. » Elle fronça les sourcils, une ombre passant sur son visage. « Vous pensez pouvoir le sauver, docteur ?» Elle hésita, ses doigts posés doucement sur la tête du chiot. « Je vais être honnête. La solution la plus humaine serait peut-être de mettre fin à ses souffrances. Il est dans un état critique. » Quelque chose se brisa dans le regard d'Elian. Il se redressa, tendu comme un arc. « Non, il mérite une chance. Je comprends votre émotion, mais... » « Non, coupa-t-il d'une voix ferme, tranchante. Ce chien a été laissé là pour mourir. Quelqu'un a fait ce choix. Je ne vais pas être celui qui termine le travail. » Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table d'examen, un duel silencieux. Dans les yeux de la vétérinaire, il vit une lueur changer. Quelque chose d'indéfini. De la reconnaissance peut-être. Ou un souvenir enfoui. « Vous avez dit qu'il portait un tatouage militaire ?»« Intérieur de la cuisse. Marquage standard du ministère. » Elle inspecta la zone et pâlit légèrement. Sa voix perdit un peu de sa neutralité. « Je vois... » et Elian ne la lâchait pas du regard. « Vous reconnaissez ce code ?» Elle prit une inspiration, reposa les instruments. « Laissez-moi d'abord stabiliser l'animal, ensuite on parlera. » Elle attrapa un kit d'injection et commença à chercher une veine minuscule dans la patte desséchée du chiot. « Ce traitement va coûter cher, et je ne peux garantir aucun résultat. L'argent n'est pas un problème. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais Elian n'avait que peu de dépenses dans sa vie de reclus. Si cet argent pouvait sauver une vie, il était prêt à tout sacrifier. Pendant plus d'1 heure, la docteure Makama travailla sans relâche. Les fluides goûtaient lentement. Les médicaments furent administrés avec précaution, des échantillons de sang prélevés. Elian ne quitta pas la pièce, son regard rivé sur chaque geste. Il observait comme on surveille un champ de bataille. « Vous avez un nom ?» demanda-t-elle finalement, rompant le silence alors qu'elle ajustait le débit de la perfusion. « Adjudant-chef Elian Nawakora, force spéciale à la retraite. »« Retraite imposée, j'imagine, » répondit-elle avec douceur. Il hocha la tête. « Et vous, Liana Makama ?» Elle observa ses traits. « Vous êtes autochtone aussi. Apache par ma mère. » Elle vérifia la température du chiot, ses gestes ralentissant légèrement. « Il se bat, il se stabilise, mais il est encore loin du compte. » Elian hésita une seconde, puis, à voix basse, «
Il dit « Il lui faut un nom ». Elle leva les yeux surprise. « Vous comptez le garder s'il survit ?» La question resta en suspens. Il n'avait pas encore réfléchi à cela. Sa vie était taillée dans le silence et la solitude. Mais ce chiot venait de bousculer ce monde figé. Courage, il s'appellera Courage. Le visage de la vétérinaire s'adoucit. Ça lui va? La nuit tomba et Courage fut installé sur une couchette à côté d'un moniteur. Dr Makama avait apporté une chaise supplémentaire pour Eliane, qui refusait toujours de partir. « Vous devriez vous reposer, hier proposa-t-elle en étirant le dos. Il y a un motel pas loin. Je reste. » Elle observa la détermination dans son regard et hocha simplement la tête. « Mon bureau est là-bas. Si jamais vous changez d'avis, le canapé se déplie. » Seule avec Courage, Eliane approcha sa chaise de la table. Le chiot respirait lentement, toujours sous perfusion, un drap thermique l'entourant pour maintenir sa température. Eliane posa doucement sa main sur son flanc. « T'as du feu en toi, petit soldat, » murmura-t-il. « Tu vas en avoir besoin. » Il somnola par à-coups dans son fauteuil, sursautant à chaque variation de son sur les moniteurs. Vers minuit passé, il sentit un mouvement sous sa main. Courage ouvrit les yeux, encore vitreux mais plus conscient, plus vivant. « Bienvenue parmi les vivants des soldats », souffla Eliane. La queue de Courage, osseuse et maigre, remua faiblement. Au matin, Dr Makama entra dans la pièce et découvrit les deux endormis. Courage légèrement recroquevillé vers l'homme, Eliane, la tête appuyée contre le dossier de son fauteuil, la main toujours posée sur le flanc du chiot. Elle s'arrêta un instant, touchée par la scène, puis tout sauta doucement. Il a passé la nuit, c'est la première étape. Eliane se redressa, s'essuya le visage. Et maintenant, les résultats sanguins devraient arriver bientôt. On va devoir continuer les fluides, mettre en place une alimentation progressive. Et surtout, surveiller les organes. Elle examina Courage avec douceur, le chiot frémissant légèrement sous ses mains. Puis, elle releva les yeux. « Ce tatouage, vous m'avez demandé si je le reconnaissais. La réponse est oui. Je vous écoute. » Elle se figea un instant. Il vient d'un programme militaire très particulier. Ultra sélectif. Trop. Ces chiens ne finissent de jamais à l'abandon comme celui-ci. Si Courage était là-bas et qu'il se retrouve ici, c'est que quelqu'un a voulu le faire disparaître. Eliane se tendit. « Vous en êtes sûr ?» Elle acquiesça. 25 kilomètres sans eau, en pleine chaleur, les vautours déjà là. Ce n'était pas un abandon, c'était une condamnation. Le chiot gémit faiblement. Elle reporta immédiatement son attention sur lui. Mais Eliane avait bien vu l'inquiétude dans ses yeux. Et il comprit. Quelque chose ne tournait pas rond. Très pas rond. « Je dois passer quelques appels », dit-elle finalement. Ce chiot n'aurait jamais dû se retrouver là. Il y a un problème, un gros. Elle quitta la pièce, laissant Eliane seule avec Courage. Le chiot le fixait désormais avec une intensité troublante. Dans ses yeux, Eliane ne voyait pas seulement de la douleur. Il y voyait une question, une confiance naissante. « T'en fais pas », murmura-t-il. « T'es plus seule maintenant. On va découvrir ce qui t'est arrivé, et on le fera ensemble. » Et pour la première fois depuis 3 ans, Eliane fit une promesse qu'il comptait bien tenir. Au bout de 3 jours, Courage allait suffisamment mieux pour que la Dr Makama accepte enfin de le laisser sortir de la clinique, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance constante. Le chiot ne parvenait encore à se tenir debout que quelques secondes avant de s'effondrer, mais ses yeux suivaient désormais chaque mouvement avec une lucidité nouvelle, et il acceptait de petites quantités de solutions nutritives spéciales. « Vous êtes vraiment sûr de pouvoir gérer ça ?» demanda la vétérinaire en préparant les consignes de sortie. Il lui faut des médicaments toutes les 6 heures, une surveillance étroite, et son alimentation doit être strictement encadrée. Eliane hocha la tête, son regard posé sur Courage, endormi sur une couverture près du poêle. « Je n'ai nulle part où aller, et rien d'autre à faire. Et votre maison, vous m'avez dit qu'elle était isolée. Trop loin, admit-il. J'ai trouvé un petit chalet en location à la périphérie de la ville. C'est basique, mais ça fera l'affaire le temps qu'il reprenne des forces. » La Dr Makama lui remit un sac plein à craquer. Médicaments, seringues, nourriture spéciale, pansements et instructions imprimées. Je passerai chaque jour pour le suivre. Le chalet loué était rudimentaire. Une seule grande pièce avec une kitchenette, une chambre minuscule contenant un lit simple et une salle d'eau dont la douche était inutilisable avec son fauteuil roulant. Il devrait se contenter de toilettes de fortune et de lavages à l'éponge. Le propriétaire avait hésité lorsqu'il avait mentionné un chien. Mais un supplément de dépôt de garantie avait dissipé ses réserves.
Eliane aménagea un coin près du poêle avec des couvertures, de sorte que Courage puisse toujours le voir où qu'il soit dans la pièce. Il plaça des serviettes roulées autour pour l'empêcher de rouler sur le sol dur s'il s'agitait dans son sommeil. La première nuit fut agitée. Courage couinait dans son sommeil, ses pattes frémissant comme s'il fuyait ou se battait contre quelque chose. Eliane reconnaissait ses tremblements. Lui aussi rêvait en sursautant, lui aussi revivait. « Tranquille, soldat !» murmurait-il chaque fois que le chiot se tendait. « T'es en sécurité maintenant ?» Vers 2 heures du matin, Eliane se réveilla brutalement, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Le cauchemar était toujours le même. L'explosion, la montagne afghane, ces hommes hurlant. Il resta un moment immobile, tremblant, le souffle court, envahi par l'odeur fantôme du métal brûlé. Un petit gémissement brisa sa panique. Courage l'observait depuis son lit de fortune. La tête à peine relevée, épuisé mais tendu, comme s'il luttait lui aussi contre ses propres ombres. « Désolé mon gars, je t'ai réveillé !» Eliane roula jusqu'à lui, posa une main sur sa tête. Vieux fantôme, la queue de Courage remua doucement. « Toi aussi, tu comprends, hein ?» murmura-t-il. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Eliane quitta son fauteuil et s'installa à même le sol, à côté de Courage. Sa main posée sur le flanc du chiot, tous deux s'endormirent plus paisiblement qu'ils ne l'avaient fait depuis des mois, voire des années. Les jours s'enchaînèrent, imposant un rythme nouveau. Chaque matin, la docteure Makama passait vérifier Courage, ajuster les traitements, surveiller ses progrès. Elle avait fini par l'appeler simplement le patient le plus têtu que j'ai jamais eu. À la fin du 5e jour, le chiot parvenait à tenir debout quelques instants, vacillant comme un poulain avant de retomber doucement sur ses couvertures. Ses yeux, désormais vifs, suivaient Eliane dans chacun de ses mouvements, comme s'il mémorisait ses habitudes. « Il commence à prendre un peu de volume », nota la vétérinaire le 6e jour en passant ses mains sur les côtes de l'animal. « Le plan alimentaire fonctionne, mais je suis toujours préoccupé par ses résultats sanguins. Ses valeurs hépatiques sont anormales. » Eliane fronça les sourcils. « Toxique ?» Elle hésita. « Je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est possible. » Ce soir-là, alors que la pluie tombait doucement, Eliane s'installa près de la fenêtre, écoutant le vent et observant les premières feuilles trembler sous les bourrasques. Les bulletins météo annonçaient une dépression plus forte que prévu. À travers les gouttes sur le carreau, il jeta un œil vers Courage, qui semblait agité, son comportement altéré par le changement de pression atmosphérique. Son téléphone vibra, un message de la docteure Makama. Le service météo vient d'émettre une alerte de tempête. Risque d'inondation soudaine. Tout va bien de votre côté ? Pour l'instant, oui. Le chalet est sur un point haut, répondit-il rapidement. Il posa son téléphone, jeta une autre bûche dans le poêle, puis retourna auprès de Courage. Ce n'est qu'un orage. On en a vu d'autres, pas vrai ? Mais à minuit passé, la tempête se transforma en un véritable déchaînement. Le vent hurlait dans les interstices. La pluie fouettait les vitres avec la violence d'une mer en colère. Courage s'était recroquevillé contre le fauteuil d'Eliane frémissant. Puis, un craquement sec déchira le silence. Un bruit sinistre, profond. Eliane leva les yeux. Une fissure venait d'apparaître dans le plafond. D'abord une goutte, puis un filet, puis une cascade. « Non, non, non !» grogna-t-il en se précipitant vers Courage pour le tirer hors de la trajectoire de l'eau. Un rapide coup d'œil à la poutre suffit. Elle se déformait, le bois cédait. « Faut qu'on sorte d'ici !» Préparer Courage et les quelques affaires vitales dans ce chaos relevaient de la mission commando. Eliane attrapa le sac de médicaments, une couverture sèche et plaça tout dans un sac à dos qu'il suspendit à l'arrière de son fauteuil. Courage le regardait inquiet, les oreilles plaquées. « Je vais devoir te porter. Ce sera pas confortable, mais on n'a pas le choix. » Il le hissa dans ses bras. Le chiot, trop faible pour résister, se laissa faire. Utilisant un bras pour le maintenir contre lui, Eliane manœuvra l'autre sur les roues de son fauteuil. C'était lent, douloureux. Ils atteignaient à peine la porte qu'un fracas terrible résonna derrière eux. Une section entière du toit venait de s'effondrer. Il ouvrit la porte. La tempête leur bondit dessus comme une bête enragée. La pluie l'aveugla instantanément. La rampe en bois était glissante, dangereuse. Les roues de son fauteuil dérapaient. Il faillit basculer. « Tiens bon !» hurla-t-il. Même si le vent emportait déjà ses mots. Le pick-up semblait infiniment loin. Chaque mètre de terrain détrempé devenait une épreuve. 2 fois, il dut s'arrêter pour repositionner Courage. Le chiot tremblait, Eliane n'arrivait plus à sentir ses doigts. Enfin, le pick-up. Il ouvrit la portière, installa Courage derrière le siège passager dans l'ancienne couverture de secours.
puis démarra. Les phares illuminèrent un décor de désolation. Arbres pliés, branches tombées, boue envahissante. « Allez mon vieux, on s'en va d'ici !» Mais la route, transformée en ruisseau, ne se laissait pas dompter si facilement. À mi-chemin, une branche massive obstruait leur passage. Eliane frappa le volant de frustration. À côté de lui, Courage remua et releva la tête. Leurs regards se croisèrent. « T'as une idée, toi ?» À sa grande surprise, Courage se dressa maladroitement, posa sa truffe contre la vitre, puis se tourna vers lui avec un gémissement insistant. « T'as pas de quoi marcher normalement et tu veux me guider maintenant ?» Le chiot insista, plus fort. Eliane soupira. Il scanna les environs. Sur la droite, un passage entre deux arbres semblait à peine suffisant pour faire passer le véhicule. « Bon, tentons le coup !» Il manœuvra avec précaution. Les roues peinaient dans la boue, les bosses secouaient son dos endolori. Mais la piste s'élargit. Une vieille sente de chasse peut-être ? 30 minutes plus tard, alors que ses mains étaient à vif sur les commandes, les lumières de Duskwind apparurent à travers les vitres embuées. La clinique vétérinaire était toujours éclairée. Un simple néon au-dessus de la porte alimenté probablement par un générateur. Eliane se gara en urgence sur le parking inondé, ses roues crissant contre les graviers détrempés. Il attrapa son téléphone et tapa un message rapide. « Toit effondré. On est devant chez vous ?» Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et la docteure Makama apparut dans un ciré trop large, tenant un grand parapluie. Elle se précipita vers la portière passager. « Allez, entrez tous les deux, vite !» À l'intérieur, elle enveloppa immédiatement Courage dans une serviette chaude, vérifiant ses réflexes et son état d'un coup d'œil expert, pendant qu'Eliane s'arrachait de sa veste trempée, les bras tremblants de froid et d'épuisement. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tempête, le toit a lâché. On n'avait pas le choix. » Elle l'observa une seconde. « Vous auriez pu mourir. Ce ne serait pas la première fois ?» Elle serra les lèvres, puis secoua la tête, adoucissant son expression. « Je vais vous chercher des vêtements secs. J'en garde pour les urgences. » Lorsqu'elle revint, Eliane se réchauffait à côté d'un radiateur électrique, observant Courage qui s'était roulé contre une couverture, frémissant encore mais vivant. Il tendit la main, posant ses doigts sur la fourrure trempée. Le contact fit monter une vague de soulagement si intense qu'il en ferma les yeux. Puis son téléphone vibra à nouveau. Une nouvelle notification. Cette fois, c'était un email. Le nom de l'expéditeur figea son sang. Koda Nikawe, ancien frère d'armes, un gars solide qui avait quitté l'armée un an avant l'explosion qui avait coûté à Eliane l'usage de ses jambes. Sujet du message, urgent. Ton chien est en danger. La docteure Makama revint, tenant un sac avec des vêtements propres. Vous allez bien ? Il lui montra simplement l'écran. Elle pâlit. Ce message dit que Courage ne vient pas d'un programme ordinaire. C'est une expérimentation classée confidentielle, quelque chose nommé « projet veilleur d'ombre ». Elle blêmit davantage. C'est impossible. Ce chien est ici, vivant, et les registres indiquent qu'il a été euthanasié 3 semaines plus tôt pour échec au dressage. Eliane sentit sa mâchoire se contracter. Donc, quelqu'un a falsifié des documents officiels. Il a été abandonné pour mourir, et il couvre leurs traces. Un nouveau message de Koda s'afficha sur l'écran. Ils savent qu'il est vivant. Ils savent que quelqu'un l'a trouvé. Tu dois disparaître, immédiatement. Au matin, après une nuit blanche passée à réfléchir, Eliane examina Courage. Malgré tout ce qu'il avait traversé, le chiot s'accrochait, son regard ne trahissant aucune peur, seulement une détermination fragile, presque humaine. À ses côtés, la docteure Makama terminait une injection. Ton ami a l'air bien informé. Il est dans la sécurité privée maintenant, mais il a gardé des contacts dans les circuits militaires. Il enquête sur ce projet. Elle s'arrêta de bouger. Je ne vous ai pas tout dit. Eliane n'était pas surpris. Il avait vu l'ombre dans ses yeux le jour où elle avait vu le tatouage. Il attendit, silencieux. Il y a 2 ans, j'ai travaillé comme vétérinaire contractuel sur une base dans le Colorado. Routine d'abord, vaccin, examen, suivi. Puis ils ont lancé un programme de reproduction, ultra secret. Pas de dossier complet, pas de suivi. Tout était verrouillé. Elle serra les poings. Un jour, j'ai voulu savoir ce qu'étaient devenus certains chiots. J'ai fouillé. Et j'ai trouvé une fosse commune derrière le centre d'entraînement. Des dizaines de chiots, tous tatoués comme Courage. Eliane sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne brisée. Qu'avez-vous fait ? J'ai démissionné, envoyé des rapports à l'inspection générale, à des associations. 2 semaines plus tard, mon appartement était cambriolé. Tous mes documents volés. Il ferma les yeux, lentement. Et vous avez fui jusqu'ici, aussi loin que je pouvais aller tout en continuant à soigner les animaux.
Un silence pesant tomba. Courage gémit faiblement, captant leur tension. Puis le téléphone d'Eliane vibra de nouveau. Un message de Koda. J'ai trouvé une planque, une cabane isolée sur des terres tribales en territoire Lakota, au Dakota du Sud. Pas de traces officielles. Peux-tu y être demain? Eliane tendit le message à la vétérinaire. On part, tous. Elle cligna des yeux. Moi? Pourquoi moi? Parce que vous êtes témoin, vous avez soigné Courage, vous connaissez le programme, et parce qu'ils savent déjà que vous êtes impliqués. Elle baissa les yeux. Très bien, donnez-moi 1 heure pour tout préparer. Pendant qu'elle rassemblait médicaments, instruments et nourriture pour Courage, Eliane transféra l'argent de son épargne vers une carte prépayée. Plus discret, moins traçable, l'habitude des opérations clandestines ne le quittait jamais vraiment. Ils quittèrent Duskwind à bord du SUV de la vétérinaire. Moins voyant que le vieux pick-up et plus adapté au terrain. Le fauteuil roulant fut démonté et rangé à l'arrière. Courage, emmitouflé, reposait dans un nid de couverture sur la banquette. 8 heures de route jusqu'à la réserve, annonça-t-elle en prenant la route. J'ai fait passer ça pour un congé familial. Une collègue couvre mes consultations. Bonne idée. Eliane regardait fixement les rétroviseurs. Chaque voiture suspecte était un danger potentiel. Parlez-moi du programme. Qui dirigeait? Un certain colonel Braxton Wolfe. Officiellement, il développait de nouvelles techniques, c'est pour chiens de guerre. Mais il y avait toujours ces types en civil, jamais présentés. Les méthodes de reproduction étaient discutables. Elle se crispa sur le volant. Insémination forcée, femelles poussées à enchaîner les portées, séparation des chiots à 5 semaines, colliers à électrochoc dès 3 mois, privation de sommeil et de nourriture pour chaque erreur. C'était pas de l'entraînement, c'était du conditionnement. Eliane se tourna vers Courage qui dormait paisiblement. Qu'est-ce qui a cloché chez lui, selon eux? Probablement trop doux, pas assez agressif, trop intelligent. Il ne voulait pas de partenaire, il voulait des armes. La nuit tombait quand ils atteignirent la frontière du territoire Lakota. Les collines ondulaient à l'horizon sous un ciel étoilé. Les coordonnées fournies par Koda les menèrent à une piste de terre presque invisible. Après plusieurs kilomètres chaotiques, une cabane apparut blottie entre des pins. Pas de lumière, mais une mince volute de fumée s'élevait de la cheminée. Eliane pointa du doigt. « C'est là !» La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait quitté le véhicule. Une silhouette massive se découpa dans la lumière. Épaisse, solide. Koda. 3 ans, mon frère. Trop long? Lança-t-il en attrapant Eliane pour une accolade puissante qu'il souleva à moitié de son fauteuil. J'étais occupé à broyer du noir, répondit Eliane, honnête pour une fois. Koda hocha la tête en apercevant Courage qui trottait faiblement dans la pièce, jusqu'à ce qu'il te trouve. À l'intérieur de la cabane, la chaleur du feu contrastait brutalement avec le froid mordant de la forêt. Koda s'affairait à déposer les sacs de médicaments pendant qu'Eliane remontait son fauteuil. Docteur Makama, silencieuse, observait les lieux d'un œil à la fois clinique et prudent. Le sol était en bois brut, les murs chargés d'objets anciens. Photos en noir et blanc, trophées de chasse, souvenirs de bataille que seul un soldat pouvait comprendre. Elle s'appelle docteur Liana Makama, dit Eliane en désignant la vétérinaire. C'est elle qui a sauvé Courage. Elle connaît tout du programme. Le visage de Koda se durcit immédiatement. Il étala plusieurs dossiers sur la grande table en bois. C'est pire que ce que je croyais. Ce projet Veilleur d'ombre, ce n'est pas juste un programme de sélection, c'est une opération noire, financée par des budgets secrets et des détournements de contrats entre l'armée et des prestataires privés. Sur le papier, il n'existe pas. Docteur Makama se pencha sur les documents, ses yeux s'agrandissant en découvrant certaines lignes. Voilà pourquoi mes rapports ont disparu. Ils ont été enterrés par les mêmes gens qui dirigent le programme. Koda désigna une photo. Un homme en uniforme, visage dur, regard froid. Colonel Braxton Wolfe, ancien des forces spéciales. Aujourd'hui à la tête du programme canin à Fort Beckett. Officiellement, il développe des méthodes de dressage. En vérité, il fabrique des chiens de guerre sans conscience, et il empoche des millions en les revendant à des boîtes privées. Eliane serra les dents en feuilletant un document. Des lignes comptables, des paiements effectués à des sociétés écrans. Et les chiots comme Courage? Jetés, éliminés, pour que le taux de réussite reste irréprochable sur le papier. Docteur Makama avait le regard vide. Combien? Koda montra un autre tableau. Au moins 70 chiots l'an dernier. Un silence glacé s'abattit. Courage, lui, semblait insensible à la gravité de la discussion. Il reniflait le sol avec curiosité, puis revint se blottir contre Eliane, posant la tête sur sa jambe. « Il comprend tout », murmura Koda. « Il suit la conversation ?»
Il analyse. Trop intelligent. C'est ça qu'ils appellent un défaut. Docteur Makama caressa doucement le crâne du chiot. Ce qu'il voit comme une tare, c'est ce qui fait de lui un partenaire, pas un outil. Ils passèrent la soirée à établir un plan. Un plan audacieux, dangereux, mais nécessaire. Il fallait des preuves tangibles. Les documents internes du programme, les preuves de détournement de fonds, et surtout, les restes des chiots sacrifiés. Si on pouvait exhumer quelques-uns des corps, dit Liana, et prouver qu'ils étaient en parfaite santé. Et lier tout ça à Wolf par la comptabilité, compléta Koda. Eliane réfléchissait. Il nous faut un contact à l'intérieur, quelqu'un qui a accès. Koda hocha la tête. Je connais un homme, Major Séraphin Whitecloud, Navajo. Il dirige le centre canin officiel à Fort Beckett. Il n'a jamais cru aux explications de Wolf sur les chiots rejetés. Je l'ai contacté, il va nous aider prudemment. Les jours suivants, ils établirent une routine étrange mais efficace. La cabane, bien qu'isolée, était équipée de tout ce qu'il fallait. Connexion satellite, radio cryptée, matériel informatique. Koda poursuivait ses investigations, traquant les traces financières. Liana alternait entre soins à courage et appel à des collègues de confiance. Eliane, lui, s'occupait de l'essentiel. La rééducation du chiot. Courage apprenait vite, très vite. En moins de 3 jours, il reconnaissait 5 ordres simples, exécutait des gestes complexes avec une précision qui étonnait même Eliane. Par-dessus tout, il observait. Il analysait son environnement avec une maturité troublante pour un chiot de 6 mois. Le 7e jour, il attrapa un bâton, le porta jusqu'à Eliane, puis s'assit, attendant une réaction. Eliane sourit et le lança. Courage fila, ses pattes encore instables mais déterminées, revint et déposa le bâton à ses pieds, queue frémissante. Le lien était scellé. « Il veut vous faire plaisir », observa Liana, amusée. Mais il réfléchit avant d'agir, il prend des décisions. Ce n'est pas l'aveugle obéissance qu'il recherchait. Leur erreur, notre chance. Pendant ce temps, les preuves s'accumulaient. Le Major Whitecloud commençait à collecter des copies de documents internes montrant des incohérences entre les chiffres et les rapports officiels. Koda, lui, avait retracé plusieurs virements de Wolf vers des comptes offshore liés à la société Aegis Dynamics, un prestataire privé notoire. « On commence à avoir un dossier solide », dit-il un soir en empilant les documents sur la table. « L'inspection générale devra agir. »« S'ils ne nous abattent pas avant », grommela Eliane, les yeux plissés. Il avait remarqué un SUV noir sur la route principale 2 fois cette semaine. Coïncidence, il ne croyait plus à ça depuis longtemps. « On doit accélérer », déclara Liana. « Chaque jour de plus, c'est des chiots morts de plus. » Courage grogna soudain. Tous se tournèrent vers lui. Il fixait la porte, ses oreilles dressées, ses poils hérissés. Un grognement sourd naissait dans sa gorge. « Quelqu'un approche », murmura Koda en éteignant les lumières. À travers la fenêtre, des phares découpaient la nuit. Un SUV, le même. « Par derrière », ordonna Eliane déjà en train de prendre son sac. « On prend les dossiers. Liana, prends Courage. » Ils sortirent dans l'obscurité glacée. Courage restait collé contre la jambe d'Eliane, son comportement plus tactique qu'instinctif. 2 fois, il s'arrêta net, renifla l'air, puis changea de direction. Il leur évita des hommes en patrouille, tapis dans les bois. Ils atteignirent le vieux pick-up camouflé à l'orée de la forêt. Liana installa Courage à l'arrière, Eliane remonta dans le fauteuil pendant que Koda démarrait. Le grondement du moteur fut étouffé par les arbres, tandis qu'au loin, une explosion indiquait que la cabane avait été piégée. « Ils veulent pas qu'on reparte », dit Koda, les yeux sur la piste. « Mais on va leur montrer qu'on n'abandonne jamais. » Courage, installé entre Eliane et Liana sur la banquette avant, fixait la nuit, ses yeux brillants d'une étrange lucidité. Eliane posa la main sur sa nuque. « Ils ne te lâcheront pas. Alors, on ne se contentera plus de fuir. On va contre-attaquer. » Le vieux pick-up cahotait à travers les chemins forestiers, avalant les kilomètres qui les séparaient de la prochaine cache. La pluie avait cessé, mais l'atmosphère restait lourde, chargée d'électricité. À l'intérieur du véhicule, personne ne parlait. Chacun traitait à sa manière ce qu'il venait de fuir. Eliane gardait la main sur Courage, le sentant vibrer doucement entre tension et soulagement. « Ils sont prêts à tout », murmura Liana. « Même à tuer, juste pour faire taire un chiot. » « Il ne s'agit pas que d'un chien », répondit Koda sans quitter la route des yeux. « Il est la preuve vivante qu'ils mentent. Ils ont créé une machine à tuer, et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils l'effacent. » Eliane fixait la route. « Alors on va les forcer à le voir, en plein jour, en public. » Koda jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « T'as une idée, je le sens. Chaque année, à Fort Beckett,
Ils organisent une journée de démonstration de leurs chiens d'élite. Journalistes, politiciens, hauts gradés, tous présents. Liana se tourna vers lui, incrédule. « Tu veux infiltrer une base militaire pendant un événement officiel avec un chiot recherché par la moitié du complexe militaire ? C'est précisément parce qu'il y aura foule qu'ils ne pourront pas nous faire taire. » Koda secoua lentement la tête entre admiration et folie. « Ok, supposons qu'on fasse ça. Comment ? Toi, tu entres en tant que vétéran invité. Liana, tu l'accompagnes comme vétérinaire civil pour observer les chiens. Moi, j'y vais via le centre médical des anciens combattants de la base. J'ai un rendez-vous fictif pour une séance de kiné. C'est déjà planifié. » Liana fronça les sourcils. « Et courage !» Eliane sourit, un sourire dur. Il reste caché jusqu'au bon moment. Et ensuite, il entre en scène. Ils passèrent les jours suivants à tout organiser, discrètement, méthodiquement. Chacun savait ce qu'il devait faire. Koda se chargea des identifiants. Liana contacta des journalistes. Eliane, lui, répétait avec courage. Il révisait des ordres simples, des comportements contrôlés. Le chiot, toujours affaibli, semblait comprendre l'enjeu. Il exécutait chaque mouvement avec une précision grandissante, comme s'il sentait qu'un jour, tout en dépendrait. La veille de l'opération, ils s'arrêtèrent dans un motel anonyme. Un dernier point logistique avant d'entrer à Fort Beckett. Koda distribua des oreillettes connectées en Bluetooth à leur téléphone. On reste en contact à chaque seconde, aucun mouvement sans coordination. Eliane vérifia ses documents, carte de vétéran, convocation médicale, certificat de handicap. Son fauteuil avait été modifié pour transporter discrètement une carte mémoire contenant tous les dossiers accablants collectés depuis plusieurs semaines. Liana caressa Courage derrière l'oreille. « Tu vas devoir jouer ton rôle, petit soldat. » Il la regarda avec cette intensité presque humaine, puis posa sa patte sur son genou. Le jour venu, ils se séparèrent. Koda passa le premier, sa carte de vétéran lui assurant un passage fluide à l'entrée. 10 minutes plus tard, Liana, avec sa blouse et ses papiers de vétérinaire consultante, franchit les portes de la base. Eliane, lui, entra par le centre médical où il passa un contrôle rapide. Le rendez-vous de kinésithérapie, planifié des semaines auparavant, servait de couverture. Une fois à l'intérieur, il s'excusa pour aller aux toilettes, puis emprunta un couloir menant au cœur de la base. « Aigle en position », murmura-t-il dans l'oreillette. « Loup au point de rassemblement », répondit Koda. « Renard installé en zone presse. Les caméras tournent », ajouta Liana. La démonstration commença à 14 heures précises. L'estrade officielle était dressée face au terrain d'entraînement. Des stands, des banderoles patriotiques, des officiers haut gradés. Le colonel Braxton Wolfe monta sur scène, uniforme impeccable, salua la foule et prit le micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la journée d'honneur canin de Fort Beckett. Aujourd'hui, vous allez voir ce que nos chiens d'élite sont capables d'accomplir au service de notre sécurité. » Derrière lui, les dresseurs s'alignaient, leurs chiens prêts à démontrer obéissance, agilité, détection, neutralisation. La foule applaudissait, les journalistes filmaient, les enfants pointaient du doigt. À l'écart, Eliane envoyait un message à une ligne préprogrammée. Le signal. Dans un van garé à l'extérieur, le collier GPS de Courage vibra légèrement. Le chiot ouvrit les yeux. Il savait. Il bondit hors de sa cache, poussa la porte entr'ouverte avec sa truffe et s'élança vers le terrain, filant entre les barrières, zigzagant à travers les groupes, évitant les mains tendues, les cris. Sa course était précise, déterminée. « Il est en mouvement », dit Koda. « Tous les objectifs sont braqués sur lui », confirma Liana. « Les caméras le suivent. » Wolfe s'interrompit au milieu de son discours. « Ce chien n'est pas prévu dans la démonstration. » Les cris montèrent, les dresseurs tentaient de le bloquer. Courage sauta, roula, évita tel un fantôme agile et fonça droit vers le bâtiment où Eliane se trouvait. Le chaos s'empara du terrain, la sécurité bégayait, le public filmait tout. À travers la vitre, Eliane vit Courage arriver et aboyer, une série de sons courts, puissants, un appel. « Voilà ton moment », murmura-t-il en ouvrant la porte. 2 soldats et Wolfe arrivèrent en courant. « Sergent Nawakora !» lança Wolfe, la voix chargée de colère. « Que faites-vous ici ?»« Une promenade, je redécouvre les installations. »« Vous êtes en violation de sécurité, ce chien est une propriété militaire, saisissez-le. » Mais Courage se plaça entre Eliane et les soldats, montrant les dents sans grogner. Une posture défensive, mesurée, disciplinée. À ce moment précis, le major White Cloud entra par la porte arrière, tenant une tablette. Il montra l'écran. « D'après vos fichiers officiels, ce chien est décédé.
Donc il n'est plus une propriété militaire. Wolf balbutia « C'est impossible. » « Très possible, intervint Eliane. Et tout est déjà entre les mains de la presse. Dehors, les journalistes avaient filmé chaque seconde. À l'intérieur, Koda passait discrètement une clé USB à une reporter. Liana montrait les documents médicaux prouvant les blessures de Courage, les photos de chiots enterrés, les résultats d'autopsie. Wolf, acculé, fit un geste vers son arme. Ce fut la dernière erreur de sa carrière. En une fraction de seconde, Courage bondit, désarma le colonel, puis recula sans le mordre, se plaçant devant Eliane comme un rempart vivant. Le silence se fit. Les militaires n'eurent plus le choix. Wolf fut arrêté sur le champ. Et la vérité enfin était dehors. Le colonel Wolf fut escorté hors du bâtiment par la police militaire, menotté, le visage fermé. Dehors, les flashs crépitaient. Les caméras captaient la scène sous tous les angles. Ce n'était plus un secret. Ce n'était plus un programme enterré dans des dossiers confidentiels. C'était une affaire publique, filmée, documentée, inarrêtable. À l'intérieur, Courage restait aux côtés d'Eliane, sa posture calme mais vigilante. Le chiot observait la pièce, évaluant chaque mouvement, chaque voix. Il n'était plus l'animal brisé que les vautours survolaient. Il était un survivant. Et il savait qu'il avait gagné quelque chose que personne ne lui prendrait plus, sa liberté. Mais la bataille était loin d'être finie. Dans les heures qui suivirent l'intervention, Fort Beckett fut bouclé. Le commandement, pris au dépourvu, tenta d'instaurer un silence radio. Mais c'était déjà trop tard. Les médias avaient récupéré les images. Les fichiers transmis par Koda aux journalistes contenaient des preuves irréfutables. Rapports d'euthanasie falsifiés, transfert d'argent vers des sociétés écrans, photos des chiots enterrés, enregistrements de témoignages et surtout l'identité réelle de Courage, alias Spécimen KG 7729, officiellement terminée 6 semaines plus tôt. Dans la soirée, Eliane fut conduit dans une pièce d'interrogatoire, séparée de Courage malgré ses protestations. On lui dit que le chien était placé en observation comme élément de preuve. Un mot qu'il ne supportait plus. Le temps s'étira. On lui posa les mêmes questions, en boucle. Qui l'avait aidé? Comment avait-il accédé au bâtiment? Avait-il volé des informations classifiées? Il répondit comme il l'avait appris durant les interrogatoires en opération. Nom, grade, numéro de matricule. Un officier finit par perdre patience. « Vous n'êtes pas prisonnier de guerre, sergent Nawakora. Vous avez infiltré un bâtiment militaire. Vous êtes passible de haute trahison. » Eliane se contenta de répéter lentement « Je veux voir mon chien ». Puis il ajouta plus bas « Et je veux un avocat ». La pression monta. Pendant ce temps, Courage était enfermé à l'autre bout de la base. Aucun contact, aucun mot, rien. Le lendemain, la santé d'Eliane se détériora. L'enchaînement de stress, de fatigue, de tension musculaire et d'immobilité déclencha une crise d'hyperréflexie autonome. Une complication fréquente chez les paraplégiques. Sa tension grimpa, une douleur sourde s'installa à la base du crâne, sa peau se couvrit de sueur froide. Il signala son état, on tarda à réagir. Ce ne fut que lorsqu'un médecin de la base prit enfin la situation au sérieux qu'il fut transféré en soins intensifs. L'équipe médicale constata aussi le début d'une pneumonie aggravée par le stress, l'effort et l'humidité de la tempête qu'il avait traversée. Il sombra dans un état semi-conscient. Ses rêves étaient brumeux, des montagnes d'Afghanistan, des cris étouffés, l'odeur de la poussière brûlée. Parfois, un aboiement perçait la brume, celui de Courage, mais impossible de savoir si c'était réel. Des voix flottaient autour de lui, vagues, déformées. « Il est dans un état critique », disait celle de Liana, tendue. « Il a besoin de soins adaptés. Pas d'un interrogatoire ?»« Vous êtes ici par courtoisie, docteur », répondait une autre, plus sèche. « Vos qualifications vétérinaires ne vous permettent-elles pas d'évaluer un humain? Je suis aussi sa référente médicale désignée, et je refuse de le laisser mourir parce que vous avez peur de ce qu'il pourrait dire. » Eliane tenta d'ouvrir les yeux. Impossible. Son corps ne lui répondait plus. Quelqu'un s'approcha. Une main chaude serra la sienne. « Tiens bon, Eliane, Courage ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas le droit de l'abandonner, toi non plus. » C'était Liana. Il le savait, même dans la pénombre. Le jour suivant, il reprit conscience par bribes. À ses côtés, une nouvelle présence. Un visage familier, buriné, serein. « Nawakora, tu m'entends » murmura une voix grave. C'était le Major White Cloud. Il lui attrapa doucement le poignet. « Ils vont te transférer à Walter Reed, hôpital militaire à Bethesda. Ils veulent t'éloigner, te classer, te faire disparaître juridiquement. » Eliane cligna lentement des yeux.
Courage? White Cloud hésita. Wolf a signé un ordre de transfert. Le chien a été emmené dans un centre privé de recherche en Virginie, étiqueté comme preuve à conserver, et ensuite éliminé. Les moniteurs cardiaques bipèrent au plus vite. Eliane tenta de se redresser, mais son corps le trahit. « Reste calme », dit White Cloud. « Mais sache-le, ils veulent se faire disparaître. » Eliane réussit à articuler d'une voix rauque. « Pas question. » White Cloud sortit un objet de sa poche, une photo, un cliché de courage, le jour où Eliane l'avait trouvé, décharné, à demi-mort, mais avec cette étincelle dans les yeux. Derrière la photo, une phrase écrite à la main par Liana. « Il ne t'a pas abandonné. N'abandonne pas non plus. » Cette nuit-là, Eliane rêva encore, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus des souvenirs de guerre, c'était courage, courant à travers une prairie, libre, puissant, vivant. Un cri s'éleva dans la nuit, il se réveilla. Le matin suivant, on le fit monter dans une ambulance militaire pour son transfert. Allongé, bridé par les sangles, il aperçut par la fenêtre la silhouette du bâtiment où Courage était retenu. Un frisson glacé lui remonta la colonne. Était-il encore là? Était-il encore en vie? Le doute était insupportable. À Walter Reed, l'accueil fut plus professionnel, mais tout aussi distant. Chambre privée, équipement moderne, infirmiers compétents. Mais pas une seule nouvelle de Courage. À chaque question, la même réponse, c'est une pièce à conviction dans une enquête militaire en cours. Le 3e jour, une avocate militaire fit son apparition. Capitaine Sarah De Luca, polie, efficace, tranchante. Les charges contre vous sont sérieuses, sergent Nawakora. Violation de sécurité, intrusion dans un site classé, vol potentiel de données classifiées, détournement de propriété fédérale. Il la fixa sans ciller. Vous parlez d'un chien? Elle referma calmement son dossier. Je parle d'un animal qui, selon les registres, était déclaré mort, ce qui soulève des questions. L'animal était abandonné, mourant. J'ai agi pour le sauver. C'est ça mon crime? Elle soupira. Je vais faire remonter une demande d'information sur son état. En attendant, réfléchissez à votre ligne de défense. Quand elle quitta la pièce, Eliane sentit une colère froide monter en lui. Il n'avait pas traversé des années de rééducation, de solitude, de cauchemars pour en arriver là. Il n'avait pas risqué sa vie pour être réduit au silence. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Koda et Liana. Eliane, surpris, les vit s'approcher. Koda portait un badge de visiteur avec l'étiquette « Cousin, autorisé famille ». Liana posa un sac sur le lit. « On a des nouvelles. Courage ?» Ils échangèrent un regard. « Il est vivant, mais il ne le restera pas longtemps. » Eliane se redressa dans son lit, autant que son corps fatigué le lui permettait. « Où est-il » Koda sortit un petit boîtier de sa poche. Sur l'écran, un point clignotait. Une installation discrète à Quantico. Officiellement un centre d'entraînement auxiliaire des Marines. Officieusement, un laboratoire de tests dirigé par la société privée Argon Systems. Liana compléta la voix grave. Ils ont déjà lancé une procédure de désactivation, prétextant une instabilité comportementale. En clair, ils vont l'euthanasier, puis enterrer le dossier avec lui. Eliane ferma les yeux. Le silence dans la pièce était chargé de tension. Puis il rouvrit les paupières, un éclat froid dans le regard. « Alors il faut qu'on agisse. On a un plan ?» dit Koda. « Et il est aussi fou que le dernier, peut-être pire. » Liana s'approche du lit. « J'ai gardé une carte maîtresse. Quand j'ai soigné Courage, j'ai implanté un second microchip, le mien, en dehors des normes militaires, non référencées. Et ce microchip est enregistré à mon nom dans ma base de données vétérinaires privée. Ce qui signifie qu'on peut prouver qu'il s'agit bien du même chien, même s'il tente de le nier, ajouta Koda. Ce n'est pas tout, poursuivit Liana. Avec l'aide d'un ami médecin légiste, on a exhumé 7 chiots de la fosse du Colorado. Tous portaient un tatouage du programme, et aucun ne présentait de défaut médical justifiant une euthanasie. Ils étaient bien sains. Eliane inspira profondément. On a donc les preuves, le microchip, les autopsies, les documents et le témoignage du major White Cloud. Il ne manque plus que Courage, Koda opina. La députée Alena Tahan, membre de la commission des forces armées, s'est engagée à le placer sous protection parlementaire si on peut le lui amener. Mais il faut l'arracher à Argon Systems avant demain soir. Liana sortit une tablette avec des photos satellites. L'installation est entourée de 2 clôtures, avec ronde de sécurité toutes les 30 minutes. L'accès principal est digitalisé. Mais l'arrière donne sur une zone boisée avec un vieux portail de maintenance encore verrouillé par un simple cadenas. Koda compléta,
J'ai rendez-vous demain soir avec l'administrateur de la zone vétérinaire. J'entre avec des documents falsifiés de contrôle sanitaire. Liana vient avec moi déguisée en vétérinaire contractuel. Toi, Eliane, tu ne fais rien. Hors de question. Tu n'as pas récupéré assez? Ton cœur, ta tension, ton état général? Eliane leva une main. Tu crois que je vais rester ici pendant qu'il le supprime? Je me battrai en rampant s'il le faut. Le lendemain soir, ils quittèrent l'hôpital de Walter Reed par une sortie de service. Koda, vêtu comme un infirmier, poussa Eliane dans son fauteuil. À la sécurité, une autorisation falsifiée suffisait. Dehors, le van les attendait. Liana se trouvait déjà au volant. Le GPS de Courage clignotait toujours, quelque part dans un bâtiment gris, perdu entre les pins. La route jusqu'à Quantico se fit en silence. « T'es prêt ?» demanda Koda. Eliane acquiesça. « On y va. Et cette fois, on ne rate rien. » 1 heure plus tard, garé non loin de la clôture sud de l'installation, Liana fit le point. « Mon badge m'accorde 30 minutes d'inspection en salle vétérinaire. Pendant ce temps, Koda et toi pénétrez par l'arrière. Je récupère Courage. Et je les retiens, répondit-elle. Mais attention, passé ce délai, ils enclencheront les vérifications. » Koda consulta sa montre. « C'est maintenant ou jamais. » Ils se séparèrent. Liana emprunta l'entrée principale. Badge, document, sourire professionnel. À l'accueil, un soldat somnolent l'enregistra sans sourciller. Pendant ce temps, Koda guidait Eliane à travers les sous-bois jusqu'à la vieille clôture. Le cadenas céda en quelques secondes. Ils pénétrèrent dans la zone interdite. Le bâtiment désigné se dressait devant eux, austère, sans fenêtre. Une lumière blafarde filtrait à travers les interstices de la porte métallique. À l'intérieur, le silence. Il est là, souffla Eliane en consultant le traceur. Il roula doucement dans le couloir, chaque mètre lui coûtant un effort titanesque. La pièce se trouvait au fond du couloir, une petite cage en acier. Et là, recroquevillé Courage. Quand le chien vit Eliane, il se redressa d'un coup. Sa queue remua. Un gémissement s'échappa de sa gorge. Puis, sans attendre, il bondit contre les barreaux. « Je suis là, soldat !» Koda déverrouilla la cage. Courage se jeta littéralement dans les bras d'Eliane qui le serra fort contre lui. On rentre, mais à cet instant, une sirène retentit. Les couloirs s'illuminèrent en rouge, des voix dans les haut-parleurs. Quelqu'un avait déclenché une alarme. Leurs fenêtres de temps venaient de se refermer. Ils ont repéré l'intrusion, on passe au plan B. Ils coururent, ou plutôt, Eliane roulait aussi vite qu'il le pouvait vers la sortie arrière. Koda ouvrait la voie, Courage trottant à côté de son maître. Ils atteignirent la clôture juste au moment où des phares surgirent de l'autre côté. Le van était là. Liana, les yeux grands ouverts, hurlait « Montez !» Koda chargea le fauteuil, Eliane hissa Courage à l'arrière. Ils démarrèrent juste avant que les jeeps ne bloquent le chemin. Dans le rétroviseur, des soldats criaient, mais personne ne tira. Ils n'avaient pas le droit, pas encore. Direction le Capitole, lança Liana. Tahan nous attend. Courage s'installa contre Eliane, haletant mais sain. Ses yeux brillaient d'un éclat tranquille. Il savait. Et Eliane aussi. Cette fois, il ne fuirait plus. La route vers Washington semblait interminable. À chaque virage, à chaque phare dans le rétroviseur, l'adrénaline revenait brutale comme une lame. Mais personne ne parla. Pas besoin. Le silence était celui des soldats en mission, tendus mais déterminés. Courage, lui, ne semblait pas inquiet. Il restait collé à Eliane, sa tête posée sur sa jambe, comme s'il refusait de quitter son contact. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni fatigue. Seulement cette loyauté farouche qui disait tout sans mots. Lorsqu'ils franchirent enfin les limites de la capitale, le soleil commençait à se lever. Les premières lueurs baignaient les bâtiments officiels d'une lumière dorée. Devant le bâtiment du Congrès, une femme les attendait. Alena Tahan, députée fédérale, avocate spécialisée dans les droits autochtones et membre de la commission des forces armées. Son visage fermé s'adoucit à la vue de Courage. « Vous avez réussi », dit-elle simplement. Ils entrèrent par une porte secondaire du bâtiment administratif du Congrès. À l'intérieur, tout était déjà prêt. Une salle sécurisée, des représentants de l'inspection générale, un journaliste du Washington Herald et un vétérinaire indépendant chargé de certifier l'identité de Courage. Liana prit les devants, elle montra les dossiers, les photos, les résultats d'autopsie et surtout le microchip non référencé, celui qu'elle avait implanté. Le vétérinaire confirma tout. Ce chien est bien l'ancien spécimen KG 7729. Son état, au moment où il a été retrouvé, témoigne d'une maltraitance sévère et intentionnelle. Puis, ce fut au tour d'Elian de témoigner. Il raconta tout.
Le moment où il avait vu les vautours, sa décision de s'arrêter, la découverte de Courage, ses soins, la fuite, l'enquête, l'épreuve, la corruption. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne faiblissait jamais. Courage resta à ses côtés tout le long, assis droit, silencieux, comme s'il savait que cette fois, c'était sa voix que l'homme prêtait au monde. Tahan prit la parole, sa voix résonnant dans la salle comme une lame froide. « Ce que vous avez exposé ici va bien au-delà d'un simple abus. Il s'agit d'un système corrompu, secret, bâti sur la souffrance d'êtres vivants considérés comme du matériel. Nous allons convoquer une audience spéciale, et en attendant, ce chien, ce survivant, sera placé sous protection officielle par le Congrès. » Elle se pencha vers Courage, et pour la première fois, son regard se brisa. « Merci, petit soldat. Tu nous as réveillés ?» Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit le tour du pays. Les chaînes d'information en continu diffusèrent les images de Courage courant sur le terrain militaire, de Wolf menottés, de documents classifiés prouvant les dérives du programme Veilleur d'ombre. Le public, choqué, exigeait des comptes. Le procès du colonel Wolf fut annoncé dans la foulée. Plusieurs responsables d'Argon Systems acceptèrent des accords de coopération en échange de peines réduites. Et le ministère de la Défense ordonna un audit complet de tous les programmes canins en service. De son côté, Eliane fut blanchie de toutes les accusations. La pression médiatique, l'émotion publique et surtout le témoignage de Courage jouèrent en sa faveur. Le jour où le gouvernement annonça la création d'un nouveau comité éthique pour les animaux militaires, la photo qui fit la une du Washington Herald fut celle d'Eliane en fauteuil, la main posée sur la tête de Courage devant les marches du Congrès. Mais même alors, Eliane savait que sa mission n'était pas finie. C'est pendant une nuit d'insomnie, quelques semaines plus tard, que l'idée naquit vraiment. Courage, paisiblement endormi près du lit, se mit à rêver, ses pattes bougeant doucement, comme s'il courait encore. Eliane se pencha, lui caressa doucement le flanc. « Tu mérites mieux que tout ça. » Le lendemain, il contacta Liana, puis Koda, puis le major White Cloud, et tous dirant la même chose, « On est avec toi, ce serait un sanctuaire. Un lieu où les chiens comme Courage, ceux qu'on jugeait trop doux, trop indépendants, trop différents, pourraient vivre, guérir, être rééduqués. Un endroit géré par des vétérans, pour qu'aucun chien de guerre ne soit plus jamais abandonné, rejeté ou détruit, pour ne pas avoir correspondu à un moule. Ils l'appelèrent la Fondation Seconde Chance. 6 mois plus tard, les montagnes du Wyoming s'étendaient à l'horizon, majestueuses et calmes, comme un territoire qui avait toujours su accueillir les âmes fatiguées. À leurs pieds, entre forêts de pins et plaines vallonnées, se dressait désormais un bâtiment aux lignes simples, en bois clair, entouré d'une clôture en bois brut. Pas une cage, mais un sanctuaire. La Fondation Seconde Chance avait ouvert ses portes. Les premiers pensionnaires venaient d'arriver. 7 chiens issus du démantèlement du programme Veilleur d'ombre. Tous différents. L'un avait été écarté pour manque d'agressivité, un autre pour tempérament non conforme. 2 autres souffraient encore de séquelles physiques. Mais ici, il n'était plus question de statistiques. Il n'y avait plus de notation, de tests, de punition. Seulement des soins, du calme et du lien humain. Eliane vivait désormais sur place. Une maison modeste lui avait été construite à quelques mètres du centre d'accueil. Liana avait quitté définitivement la ville pour reprendre son cabinet vétérinaire à Prairie Roche, à une demi-heure de là. Mais elle venait chaque jour. Son rôle de responsable médical de la fondation était devenu essentiel. Courage, lui, avait trouvé sa place de leader. Non pas par autorité, mais par exemplarité. Il guidait les autres chiens, leur montrait les chemins, les rassurait. Avec Eliane, il avait développé un lien encore plus profond. Officiellement, il était devenu son chien d'assistance, mais en réalité, il était bien plus. Un frère d'armes, un éclaireur, un survivant. Ce matin-là, Eliane était assis sur le porche de sa maison, une tasse de café fumante à la main. Courage reposait à ses pieds, tête posée sur les pattes avant. L'air était frais, chargé d'odeurs d'herbe humide et de résine. Le calme était parfait. « Il y a une beauté dans ce silence », dit Liana en s'approchant. Elle lui tendit une autre tasse. « Ça te change de Fort Beckett ». Il sourit. « Ce n'est pas le silence qui me surprend, c'est de pouvoir enfin l'apprécier. » Elle s'assit à ses côtés. Ensemble, ils observèrent les chiens courir sur le terrain d'entraînement. Pas pour répondre à un ordre, juste pour le plaisir de sentir le vent sur leur pelage. Un pick-up arrive dans l'allée. C'était Koda avec une remorque chargée. Il descendit, sourire aux lèvres, tenant une pancarte en bois sculptée à la main. Il la souleva fièrement. Fondation Seconde Chance, là où le courage trouve sa voie. Eliane se leva, approcha, les doigts effleurant les lettres gravées. C'est parfait. Ils fixèrent la pancarte à l'entrée à côté de la clôture.
Une symbolique forte. Ce n'était pas qu'un nom, c'était une déclaration. Un SUV gouvernemental apparut plus tard dans la matinée. Eliane se redressa légèrement, les yeux plissés. Mais Courage ne montrait aucun signe d'inquiétude. Au contraire, sa queue battait doucement. C'était le Major White Cloud. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une jeune femme en uniforme descendit du véhicule. Elle tenait une laisse. Et au bout de cette laisse, une chienne. D'un noir profond, avec des reflets cuivrés, elle marchait avec dignité, mais une légère raideur trahissait des blessures anciennes. Ses yeux étaient d'ambre comme ceux de Courage. « Lieutenant Miravelland », dit White Cloud en saluant. « Voici Alba, retraitée du programme. Et mère biologique de Courage. » Eliane resta un instant sans voix. Courage, lui, s'était levé. Il s'approche doucement. Alba s'immobilisa, observant ce jeune mâle au pelage plus clair, aux gestes prudents mais sûrs. Pas de couinement, pas d'excitation débordante, seulement un échange de regards, lent, profond, un instant suspendu. Puis Courage avança, posa doucement son museau contre celui de la chienne, et elle répondit par un léger mouvement de tête. Une reconnaissance. « Elle a été bien traitée ?» demanda Eliane. White Cloud hocha la tête. « Aussi bien que possible, mais elle mérite mieux. Elle mérite ça. Elle est chez elle maintenant. » Ils l'introduisirent au reste de la meute. Courage l'accompagna partout, comme s'il lui montrait les lieux, les habitudes, les repères. Elle ne le quittait pas d'une semelle. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les crêtes, Eliane, Koda, Liana et White Cloud se retrouvèrent autour du feu, à l'arrière du bâtiment principal. Les chiens dormaient déjà, allongés sur les terrasses ou dans l'herbe. « Tu as fait quelque chose de grand ici, » dit White Cloud. « Plus grand que tu ne le penses. » « Je voulais seulement qu'il ne soit plus jamais seul, » répondit Eliane en regardant Courage, allongé non loin, la tête contre Alba. « Et qu'aucun autre chien ne vive ce qu'il a traversé. » Liana glissa sa main dans la sienne. « Tu y es arrivé ?» Il resta un instant silencieux, puis il murmura « Ce n'est pas un refuge, c'est une renaissance. » Et tous acquiescèrent. Les jours se succédaient dans la vallée de la Fondation Seconde Chance, tissée de routines simples et de petits miracles. Les chiens s'adaptaient, les vétérans aussi. L'herbe repoussait là où il n'y avait plus que de la poussière, et les cicatrices invisibles commençaient, elles aussi, à guérir. Chaque matin, Eliane se levait au lever du jour. Il préparait du café pendant que Courage observait l'horizon depuis le porche. Puis, ensemble, ils faisaient le tour de l'enclos. Pas par devoir, mais par habitude. Comme deux êtres qui avaient appris à marcher l'un avec l'autre, sans laisse, sans barrière. Alba s'était parfaitement intégrée. Elle accompagnait les nouveaux chiens dès leur arrivée, comme une doyenne silencieuse. Il y avait une force tranquille en elle, une sagesse durement acquise. Et dans son regard, Eliane retrouvait parfois des éclats de courage, ou l'inverse. Koda avait construit une petite cabane en bordure de la propriété. Il venait régulièrement aider à l'entretien, à la formation des chiens, à l'administration des dossiers. Officiellement, il était le directeur de la sécurité. Officieusement, il était le frère d'Eliane, celui qui n'était jamais parti. Liana, elle, avait trouvé un équilibre nouveau. Entre son cabinet à Prairie Roche et ses responsabilités à la fondation, elle partageait son temps entre les soins, la gestion et autre chose, quelque chose de plus intime, de plus lent, de plus vrai. Le lien entre elle et Eliane s'était tissé sans hâte, pas dans les mots, dans les regards, dans les silences, dans la façon dont elle posait sa main sur son épaule quand il avait une mauvaise nuit, ou quand il lui tendait une tasse de café sans rien dire parce qu'il savait. Un matin, un courrier arriva, il portait l'en-tête du département de la Défense. À l'intérieur, une lettre officielle. Le rapport final de la commission d'enquête sur le programme Veilleur d'ombre. Le ton était administratif, mais les mots c'était clair. Reconnaissance d'abus, destruction de preuves, complicité interne, recommandation pour réforme complète du système de sélection et d'entraînement des chiens militaires. À la fin, une note manuscrite ajoutée par la députée Alena Tahan. Il aura fallu du courage, littéralement. Eliane posa la lettre sur la table, puis regarda Courage. Il sourit. « On a gagné, mais ce n'était pas une victoire tapageuse, plutôt une respiration, une certitude. Celle qu'ils avaient, enfin, inversé le vent. » Quelques semaines plus tard, la Fondation organisa une journée portes ouvertes. Des familles, des journalistes, des vétérans. Certains venus de loin, attirés par ce qu'ils avaient vu aux infos, par ce qu'ils avaient ressenti. Beaucoup venaient avec une question. « Est-ce vrai ? Peut-on vraiment changer le destin de ces chiens ?» Et la réponse leur sautait aux yeux dès l'instant où ils franchissaient la barrière. Des chiens qui couraient sans peur, qui jouaient, qui dormaient sous les arbres, qui posaient leur tête sur les genoux de soldats fatigués. Des vétérans qui riaient à nouveau, qui reprenaient confiance, qui trouvaient, ici dans ce lieu reculé,
quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, une seconde chance. Eliane donna un discours ce jour-là, simple, pas préparé. Il parla de courage, du jour où il l'avait trouvé, entre les herbes, le souffle court, le regard encore accroché au ciel. Il parla de la peur, de la solitude, de la guerre qui ne s'arrêtait pas toujours quand on rentrait. Il parla du lien, de ce qui nous tient debout quand tout le reste s'effondre. On pense souvent que les chiens sont là pour nous servir, mais parfois, ce sont eux qui nous sauvent. À la fin, il remercia tout le monde, et il conclut par cette phrase « Ce n'est pas un refuge, c'est une famille ». La salle resta silencieuse, puis lentement, les applaudissements commencèrent. Discrets d'abord, puis plus forts, certains pleuraient, d'autres souriaient. Courage, allongé au pied de son maître, leva la tête et aboya une fois comme pour dire « Message reçu ». Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel de rose et d'or. Eliane retourna sur le porche, Liana à ses côtés. Alba somnolait dans l'herbe. Les autres chiens s'endormaient peu à peu. Et Courage, fidèle à son poste, s'assit près d'Eliane. Il leva les yeux vers lui. Et dans ce regard, il n'y avait plus de peur, plus de douleur, seulement une promesse. Je suis là, je resterai là. Et Eliane sut que tout ce qu'ils avaient traversé en valait la peine. Que les jours noirs, les batailles, les nuits sans sommeil, les cicatrices, visibles ou non, tout menait à ce moment-là. Là où le silence est paisible, là où la douleur devient mémoire, mais non plus prison. Là où une patte posée sur une jambe suffit à dire « Tu n'es plus seul ». J'espère que tu as aimé ce long récit. Si c'est le cas, laisse un like et partage tes impressions dans les commentaires, avec la ville depuis laquelle tu nous regardes, et surtout, à très bientôt pour une nouvelle histoire